Bonjour maître. Bonjour. Merci d'avoir accepté ces entretiens aujourd'hui en direct de l'IPSN. On a vécu la conférence de presse il y a quelques heures avec le professeur Joyeux, justement concernant le retour de ce vaccin d'été polio sans aluminium. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Bien, c'est-à-dire quand on parle du retour, il faut savoir qu'on fait une action en justice. Vous avez les pétitionnaires qui sont bien mobilisés et parmi ces pétitionnaires, d'autres qui ont voulu en même temps, il y en a certains qui en font partie, d'autres par des voies différentes, agir en justice. Parce que je pense, et mon passé me l'a bien démontré, qu'il y a, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Montesquieu, il y a trois grands principes pouvoirs en France, qui est le pouvoir législatif pour faire des lois, c'est le pouvoir exécutif qui est rien d'autre que le pouvoir politique, et vous avez un autre pouvoir qui est totalement indépendant, qui est le pouvoir judiciaire. Et moi je suis avocate, et j'ai des armes, qui sont des armes des lois, et qui me permettent de faire avancer des dossiers, et de pouvoir justement converger dans la demande que l'on veut aujourd'hui, c'est-à-dire un trivalent, pour rentrer dans le sujet tout de suite, un vaccin trivalent, qui est le seul vaccin obligatoire, alors qu'on vous impose maintenant, vous ne pouvez pas l'acheter, et si vous voulez faire vacciner votre enfant avec un vaccin d'été polio, vous êtes obligé d'acheter l'hexavalent 6, qui coûte plus cher d'ailleurs, mais surtout qui a des conséquences quand même assez graves. Donc ce procès est engagé sous quelle forme? Sous un préliminaire, car c'est le principe même, lorsque l'on attaque une administration ou un ministère, de faire ce qu'on appelle une demande préalable, qui s'appelle, si vous voulez bien, la notion recours gracieux. Dans cette demande préalable, on explique le sujet que vous connaissez, que je viens d'exposer, à savoir on veut respecter la loi et faire un vaccin qui contient uniquement le DT polio et pas nous imposer l'hexavalent. Et il faut le faire en motivant cette demande. Et pour la motiver, je l'ai fait sur 3 fondements. Le premier, c'est le principe de précaution, car lorsqu'on vaccine un enfant qui a 2 mois, on risque, je ne dis pas que c'est dans tous les cas, on risque de lui inoculer la sclérose en plaques avec ce vaccin de l'hépatite B. Le deuxième, c'est de dire non-assistance en personne en danger, car vous mettez un peu votre bébé, même si ce n'est pas dans tous les cas, fort heureusement, mais il y a un risque, il y a un véritable risque pour qu'on lui inocule et que de ce fait, il est en danger quand on le vaccine, avec ces hexavalents. Et le troisième, c'est ce qu'on peut appeler ventilier, c'est-à-dire que vous voulez en acheter 3 ou vous en impose 6, et à partir du moment où on vous en impose 6, automatiquement, on vous oblige à le prendre alors que vous ne le voulez pas au départ. C'est comme si vous vouliez acheter un jean, vous venez pour acheter un jean, on vous dit non madame, on ne peut pas vous le vendre si vous n'achetez pas le t-shirt avec. Et ça c'est interdit en France. Et il n'y a aucune raison que les laboratoires s'arrogent le droit de le faire. Et encore moins cautionné par le ministère de la Santé. Pourtant, ils le font. Eh bien oui, pourtant ils le font, donc c'est bien pourquoi, dans ces cas-là, on fait des procès. Alors justement, celui que vous avez lancé, vous avez initié, oui. Comment ça s'est passé et quel est le résultat aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y avait donc cette demande préalable qui date du 15 novembre 2015. Elle avait 2 mois pour répondre. C'est ce qu'on appelle une réponse explicite. Quand vous lancez ça à un ministère, en vous l'attaquant et vous lui demandez « je voudrais que vous me mettiez, vous, avec les pouvoirs que vous avez, le DT polio sur le marché », le ministère avait 2 mois pour répondre. Or, ils n'ont pas répondu dans les 2 mois. Donc, le fait de ne pas répondre, ça c'est du droit, hein, oui. Le fait de ne pas répondre dans le délai de 2 mois vaut implicite une décision implicite de rejet. C'est le contraire de qui ne dit rien consent. Le principe que l'on connaît, comme vous dites rien, ben ça veut dire que vous consentez. Non, là, pas du tout. Ils ne répondent pas, mais en ne répondant pas, c'est comme s'ils répondaient en rejetant votre demande. Donc moi, avec M. Augustin Delivoye, président donc, de l'IPSN, on s'est concerté, me dit Maître Bergel, et c'est vrai, on est mandaté, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Et moi, pourquoi je vous dis ça? Parce que malgré tout, j'avais des petites réponses qui consistaient à dire attendez notre réponse officielle pour faire une autre action. C'est-à-dire qu'ils ont voulu, si vous voulez, quelque part, retarder la demande ou ne pas nous permettre d'aller jusqu'au bout. Donc j'ai pris l'initiative, et nous l'avons prise, d'aller devant le Conseil d'État. Et cette fois-ci, ça s'appelle une requête qui a été déposée avec les 2500 personnes, quand je fais ça, c'est les 2500 états civils, qui ont déposé un dossier, je sous-signais, Monsieur X, demeurant A, donne pouvoir à Maître Bergel d'agir en justice contre la ministre pour tenter d'obtenir le DT polio et qu'il soit vendu en pharmacie. C'est aussi simple que ça, hein. Là-dessus,
Curieusement, j'ai eu quand même une réponse le 12 février, mais elle était déjà déposée, ma requête officielle. Donc cette réponse, elle a quoi comme mérite? Enfin, déjà, elle est tardive. Et deuxièmement, elle augure la réponse que je vais avoir officiellement, car maintenant qu'elle a été déposée donc, le 5 février, le ministre a l'obligation, mais procéduralement, hein, là, du coup, de répondre sous forme d'un mémoire et de répondre à partir du 5 mai. Donc, si vous voulez, on a une réponse intermédiaire, si je peux dire, qui laisse à penser justement de ce qui sera dit d'une façon judiciaire et juridique, et à la suite de ça, le Conseil d'État, qui est quand même une magistrature suprême, va rendre sa décision en disant le DT polio que vous réclamez, vous avez raison, aujourd'hui le fait qu'on vous vende de l'hexavalent, c'est un défaut de précaution, c'est une vente liée, donc c'est interdit. Vous pensez qu'ils vont vous répondre ça? Ah ben c'est pas que je pense, je le demande. Je le demande. Mais bon, dans l'hypothèse, qu'est-ce qui va se passer après? Ben, c'est une décision de justice. Oui, bien sûr, j'ai compris. Alors, dans l'hypothèse où il y aura véritablement un refus, ça ne correspondra pas du tout au vœu pieux que fait la ministre en disant cette situation est inacceptable et intolérable. Elle l'a fait dans le cadre de son communiqué de presse où elle a réuni le 28 janvier 2016 tous les journalistes en leur disant c'est vrai, donc elle nous donnait en germe raison, et je veux mettre fin à cette situation intolérable et inacceptable, et elle précise bien qu'ils engagent leur responsabilité, les laboratoires, s'ils ne le font pas. Alors ce qu'il y a de gênant dans cette position, c'est qu'elle n'a pas de moyens coercitifs pour les obliger à le faire. Mais elle peut très bien prendre une décision où elle les oblige d'une façon précise à ne pas mettre sur le marché des hexavalents quand on demande un trivalent. Elle peut se positionner davantage qu'un communiqué de presse ou que cette réponse, dont je peux vous lire la teneur, si vous voulez bien, elle est du 12 février 2016, elle est adressée par M. Benoît Vallée qui est le directeur général de la santé en France, c'est un professeur, qui me met, vous me demandez de prendre toute mesure pour imposer aux laboratoires pharmaceutiques produisant des vaccins de fabriquer et mettre sur le marché des vaccins trivalents, des TP, sans adjuvant, notamment d'aluminium. Hein, parce qu'il n'y a pas uniquement, dans ce procès, vous me posiez la question, hein, il n'y a pas uniquement de dire on veut un trivalent sans aluminium, ce qui est quand même important car nous avons maintenant des décisions du Conseil d'État de 2015, donc du Conseil d'État, juridiction devant laquelle je plaiderai justement ce procès, qui considère qu'il y a un lien de causalité entre des maladies graves de paralysie du faciès avec l'aluminium qui est contenu dans des vaccins. Il y a eu des études pour ça justement? C'est pas uniquement des études. Quand vous parlez d'études, vous parlez d'études médicales. Oui. Là, je vous parle de droit. Oui. Hein, c'est tout à fait, pas différent, mais c'est important de savoir qu'il y a eu effectivement la commission d'indemnisation des victimes de vaccination obligatoire qui ont été condamnées à payer. Et l'intérêt pour justement des vaccins qui contiennent de l'aluminium, je viens tout de suite au sujet du Conseil d'État. Donc c'est une décision qui date du 22 juillet 2015. Il est intéressant de connaître les attendus principaux. Quand on dit les attendus, c'est-à-dire les motivations principales. Hein. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'en état de nos connaissances scientifiques, vous posez la question, est-ce qu'il y a eu des états de Moi, eux, ils vous disent, aujourd'hui, à l'instant J, on vous répond, considérons que dans le dernier état, donc ils ont tout relaté, donc tout a été mis sur papier et tout a été, comme on dit, recueilli pour que le magistrat puisse rendre d'une façon éclairée sa décision. Donc dans le dernier état des connaissances scientifiques, l'existence d'un lien de causalité entre une vaccination contenant un adjuvant aluminique et la combinaison de systèmes constitués notamment par une fatigue chronique, des douleurs articulaires et musculaires et des troubles cognitifs n'est pas exclu et revêt une probabilité suffisante, donc on est dans le cadre de présomption, dans le cadre de probabilité, pour que ce lien puisse, sous certaines conditions, vous voyez qu'ils prennent des précautions, mais quand même ils le disent, être regardé comme établi, que tel est le cas lorsque la personne vaccinée, présentant des lésions musculaires de myofascites à macrophages, ce que je vous disais la paralysie, à l'emplacement des injections, c'est important, à l'emplacement des injections, on vous le fait là, et c'est là que vous avez le lien, est atteinte de tels symptômes, soit que ces symptômes soient apparus postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection,
soit si certains de ces symptômes préexistaient. Parce que souvent, quand on vous dit, et ça c'est encore une petite digression que je fais, quand vous dites oui, c'est le vaccin qui me fait ça, non, on peut très bien vous dire, madame, c'est parce que vous déjà, vous aviez cette maladie. Une prédisposition. Donc ne venez pas nous dire aujourd'hui, et je continue, donc là il y a marqué symptômes préexistants qui se sont aggravés, donc ils acceptent la notion d'aggravation. Vous voyez la nuance. Oui, c'est mieux. Oui. C'est intéressant, c'est pas je me fais vacciner puis tout d'un coup j'ai tous ces symptômes, c'est j'avais déjà un peu ces symptômes et ils se sont aggravés. La notion d'aggravation est très importante dans cette décision, qui se sont aggravés à un rythme et avec une ampleur qui n'était pas prévisible au vu de l'état de santé antérieur à la vaccination. Et qu'il ne ressort pas des expertises visées, ça correspond tout à fait à votre question, au dossier, que les symptômes pourraient résulter d'une autre cause que la vaccination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils ont voulu se défendre, un peu comme pourra le faire la ministre, parce qu'elle va chercher à se défendre en disant c'est pas notre faute si aujourd'hui il n'y a pas sur le marché de DT polio normal. Et bien quand ils se sont défendus, ils ont apporté des arguments scientifiques. Le magistrat Conseil d'État, les magistrats, Conseil d'État, avec un rapporteur public, c'est-à-dire que le citoyen est représenté, c'est ça la notion de droit et la notion de justice. Et bien, dans sa notion du 22 juillet, dans sa décision, a tout pris en compte. Et il vous dit qu'il a bien pris en compte les expertises versées au dossier que les symptômes pourraient résulter d'une autre cause de la vaccination. C'est comme si vous traversez la rue, vous vous faites malheureusement renverser, et on va dire faute de la victime. Elle n'aurait pas dû passer parce qu'elle est en dehors des clous. Mais quand vous dites aggravé, c'est intéressant parce qu'ils prennent en compte le fait que ça ne va pas soigner une personne, ça peut la faire régresser dans son état de santé. Voilà, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Et voilà, vous avez raison, et c'est aussi parce que on peut très bien dire ce n'est pas de la faute de la victime uniquement, parce qu'on va vous relancer en disant « Bon, vous êtes malade, de quoi vous vous plaignez? Vous étiez malade avant. » Donc c'est plutôt satisfaisant là ce que vous dites. Mais elle est très bien. Donc on peut être positif par rapport à l'avenir. Complètement. Moi je suis complètement positif et optimiste pour obtenir un résultat. Et vous avez exactement le même type de décision, mais cette fois-ci de la Cour de cassation qui a condamné le laboratoire Sanofi, c'est connu maintenant, en 2012, sur le lien de causalité. Alors là je suis dans mes papiers, je vais le retrouver, sur le lien de causalité qui existe entre le vaccin contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Et ils vous disent une convergence de preuves qui fait qu'on considère que cette jurisprudence peut faire son chemin. Alors moi, une question qui me vient, avec toutes ces preuves-là que vous nous donnez justement, et qui vont être apportées à l'avenir, comment on peut se permettre de dire que les vaccins sont inoffensifs dans certains cas? Eh bien ça, c'est demander-leur à ceux qui le disent. C'est pas moi. C'est le principe des lobbies. Mais voilà, moi je suis tout à fait d'accord pour que... C'est pour ça que j'ai commencé en vous expliquant que je crois au pouvoir de la justice. Véritablement. À chaque fois que vous parlez d'une façon très claire et avec des termes qui vont dans le grand public, après on peut les habiller juridiquement, c'est mon métier, mais c'est la logique. Votre réponse, elle est logique, votre question, elle est logique. Pourquoi aujourd'hui, alors que vous êtes en train de reconnaître, pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout du raisonnement? Je prétends que ma procédure va leur permettre d'aller jusqu'au bout. Est-ce que vous aurez d'autres mots pour conclure cet entretien? Oui, mais mon mot c'est de dire j'attends avec impatience entre guillemets le 7 mai pour avoir la réponse officielle judiciaire, parce que quand vous avez un recours, vous avez de la jurisprudence, moi j'en ai à l'appui. Qu'est-ce qu'ils vont me donner après? Donc j'ai bon espoir que cette action, où je suis soutenue, car on a besoin d'être soutenu pour agir, va prospérer, et j'y crois réellement. Peut-être au plaisir de se revoir et puis faire avancer les choses, peut-être avec le professeur Joyeux et l'IPSN. Tout à fait, c'est notre but. Merci pour cet entretien. Moi aussi.